2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, 8 Mercedes a remporté les 8 derniers titres constructeurs, un exploit jamais réalisé qui a placé l'écurie allemande directement derrière Ferrari et Williams au palmarès. Depuis l'entrée en vigueur du moteur hybride, ils n'ont jamais perdu. Là, on change de règlement châssis, alors vont-ils perdre ? Avant de démarrer, je le fais jamais en début de vidéo, mais je vous invite vraiment à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager, à me suivre sur Insta et sur Twitter dont les liens sont en description, parce que cette série de 10 vidéos en 10 jours, ça a vraiment été du gros boulot, donc j'ai envie de savoir si ça vous a plu. Durant cet hiver, j'ai fait mon maximum pour aborder la situation du règlement dans tous les sens. On a fait un état des lieux de chaque équipe. J'espère que ça vous a plu. Il y a tout pour tout savoir. La saison qui arrive va être folle. Je vais la couvrir de fond en comble. Donc, si vous aimez mon travail, je vous invite à le montrer, à me le faire savoir. Et encore une fois, je vous remercie de tout votre soutien. Ça c'est dit, on peut y aller. Revenons à Mercedes, et vu que j'ai égrené leur palmarès depuis 8 ans, je n'en rajoute pas, d'autant qu'avant leur retour en 2011, ils n'avaient été présents que 2 ans, en 54 et 55, avant de quitter le sport, suite au tragique accident du Mans. Au niveau de leurs objectifs, ça ira également très vite. En tant que patron de la discipline depuis 2014, ils veulent évidemment encore rester à leur place, et donc réussir parfaitement leur transition. Pas de doute sur leurs ambitions. Concernant les pilotes, évidemment, on ne présente plus Lewis Hamilton. Le titre lui est passé sous le nez de justesse en 2021, mais il l'aurait totalement mérité et a sorti peut-être l'une de ses meilleures saisons. Après 16 ans, il arrive encore à nous surprendre et à monter d'un cran. La perte de sa couronne peut lui servir de source de motivation et lui permettre d'avoir une autre image. Pour une fois, c'est lui le perdant, le malheureux, le malchanceux, celui qui doit se venger. Un tel changement de focale est une opportunité formidable pour sa carrière. S'il parvient encore à gagner en 2022, Lewis écrira une nouvelle page de son histoire qui est aussi celle de la Formule 1, car il en est le plus gros palmarès et potentiellement le GOAT selon les sensibilités. Enfin, il est nécessairement plus proche de la fin que du début et se lance là son dernier défi, celui de prendre le 8e titre dans une nouvelle ère pour le sport, un défi hyper excitant auquel on a tous très hâte d'assister. Et pour la première fois depuis 5 ans, son coéquipier ne sera pas Valtteri Bottas, et non, il a rajeuni de 8 ans pour passer de 32 à 24. Il s'agit évidemment de George Russell, bijou de la famille Mercedes depuis un moment, ancien vainqueur du GP3 et de la Formule 2 coup sur coup, un talent potentiellement générationnel qu'on attendait tous dans cette voiture depuis un petit moment. Après avoir patienté 3 ans chez Williams, où il a laminé ses coéquipiers et il nous a carrément séduit grâce à 5 ou 6 performances de très haute volée l'an passé, il se retrouve maintenant face à un sacré défi. La filiation avec Mercedes est évidente et l'histoire avec Hamilton paraît une suite naturelle. Le côté maître et élève et le passage de témoin paraissent absolument évidents et c'est même assez beau à voir. Mais a-t-il les épaules ? Conduire chez Mercedes, c'est encore autre chose. La pression est différente, le rythme de course devra être irréprochable, les erreurs devront être gommées, le duel mental et sportif face à Hamilton s'annonce extrêmement costaud. Bref, cela requiert une palette de compétences beaucoup plus complète qu'on soupçonne qu'il possède, mais que, par la force des choses, on n'a pas pu constater chez Williams parce que la voiture était trop mauvaise. 23 Grands Prix, c'est beaucoup. Des questions se posent encore sur son rythme de course. De par son âge, il fait encore pas mal d'erreurs et il attire souvent une certaine poisse. Bref, il a encore des choses à prouver et c'est assez normal. Savoir ce que vaut réellement George Russell est un des enjeux de la saison. On se demande s'il peut prendre sa première victoire, s'il peut rivaliser directement avec Lewis ou non, s'il peut jouer le titre d'entrée, s'il va nous surprendre, nous décevoir. Bref, savoir ce qu'il vaut et ce qu'il va donner pour ses débuts chez Mercedes est nécessairement un des trucs les plus palpitants à suivre cette année. La promotion est hyper excitante, mais ça ne reste que sa première année. Lui aussi, il faudra lui laisser un petit peu de temps, surtout qu'il est confronté directement à Hamilton. Je pense pas qu'on doive attendre de lui qu'il soit directement à sa hauteur, d'autant plus que lui, comme Toto, savent qu'il est le moyen long terme de l'écurie. Donc voilà.
On va l'observer de très près, mais avec une certaine retenue. Ne pas en attendre monts et merveilles, c'est Hamilton en face, ce n'est que ses débuts, et il est là pour le futur. Puisque Mercedes domine depuis 8 ans, on va inverser l'ordre de la vidéo, et on va d'abord commencer par les raisons pour lesquelles il pourrait être amené à chuter. Premièrement, il faut dire que réussir un changement de réglementation est très dur pour les champions, car généralement ce sont leur hégémonie et leur qualité qui sont visées. Le Ferrari de Schumacher est tombé à un moment donné, tout comme le Red Bull de Vettel, et les exemples sont nombreux à travers l'histoire. Rester tout en haut de l'affiche après un changement de réglementation, c'est un exploit, surtout vu la taille, la puissance et la profondeur de la révolution auquel on assiste cet hiver. Bref, Mercedes est condamné à une performance de très haute volée. D'autre part, tout ce que fait la F1, tout ce que met en place la Formule 1, ça va à l'encontre de ce qui fait la réussite de Mercedes. L'importance de l'argent est réduite, le règlement est plus encadré, donc moins favorable aux gros cerveaux et à l'innovation, les possibilités de développement sont profondément amoindries, repartir à zéro efface les nombreux avantages qu'il s'était créés, ils sont ceux ayant le moins de runs en soufflerie et en CFD. L'objectif général de rapprocher les performances et de réduire les différences entre les écuries les pénalise nécessairement. Bref, à l'inverse de Haas le premier jour, tout va à l'encontre de Mercedes sur le papier. Ensuite, un peu comme pour Red Bull hier, ils doivent se méfier de leur propre méthode. La lutte au titre l'an dernier a été acharnée, a fait apparaître des clivages, chacun s'est un peu plus renfermé sur soi-même, et pour la première fois depuis un moment, on a vu des erreurs chez Mercedes, des moments de fébrilité, que ce soit sur la piste ou bien devant un micro. Alors ça va, hein, c'est pas la débandade, loin de là, et ils ont le meilleur personnel au monde pour rester focus, mais tout ça pour dire attention à ne pas avoir d'œillères, attention à ne pas rester enfermé dans leur colère suite à la perte du titre, attention à ne pas avoir seulement l'esprit de revanche à l'esprit, ça peut être contre-productif. Enfin, dernier point, le duo de pilotes peut laisser craindre une guerre interne qui pourrait coûter cher à l'écurie. Le spectre du duel Hamilton-Rosberg plane toujours au-dessus de Mercedes. Personnellement, je ne crois pas à une guerre interne pour autant. Déjà, la piste fait toujours bien son travail, toute seule, elle saura marquer une différence. Ensuite, Russell sait qu'il a le temps, que ce n'est que sa première saison et qu'il arrive dans l'équipe de Lewis. Évidemment, en tant que compétiteur, il voudra gagner, mais il sait aussi être intelligent, mettre le feu à l'écurie et un petit peu fâcher tout le monde, ça n'est pas dans son intérêt, ça risquerait de griller ses chances à plus long terme. Enfin, ils ont sûrement le meilleur encadrement d'équipe pour gérer tout ça, Toto est le meilleur manager possible dans ce genre de situation, et les pilotes savent que l'institution est plus grande qu'eux. Donc bon, je ne crois pas à la guerre interne, mais je dois admettre qu'on a désormais 2 potentiels pilotes dominants et que tant qu'on n'a pas vu, on doit se méfier. Attention, va falloir quand même gérer ça cette année. Allons désormais sur les raisons qui pourraient permettre à Mercedes de rester la championne des championnes, et sans surprise, elles sont nombreuses et conséquentes. Tout d'abord, rien ne change, ils ont encore le monopole de l'intelligence. À mon sens, l'équipe est composée des meilleurs éléments de la grille, ils savent tout faire, nous surprennent d'année en année et arrivent toujours à avoir un coup d'avance. Mercedes, c'est un cheat code, ils sont juste trop forts, trop bons, et ça n'a pas changé durant l'hiver. Ils sont toujours l'équipe en qui on peut avoir le plus naturellement confiance. En plus, la fin de saison dernière a réveillé chez eux un esprit de revanche. Ils ont faim, ils ont été touchés, ils veulent se venger. On dirait bien qu'on a eu la mauvaise idée de titiller le monstre dont la réaction pourrait bien être terrible et terrasser tout le monde. Ensuite, et c'est un exploit et un avantage déjà monumental, ils n'ont pas développé leur voiture en 2021. Non seulement ils ont réussi à continuer leur travail sur 2022 tout en gagnant une saison éprouvante, mais en plus, ils ont conservé leur jeton de développement. Voilà qui pourrait leur donner un double avantage à la fois en temps et en performance. On se demande presque s'ils ne vont pas arriver à la première course avec 2 ou 3 trucs que personne n'a imaginé, tellement ils sont forts et qu'encore une fois, ils sont arrivés dans les meilleures conditions. Enfin, ils offrent toujours le meilleur package global et on a le sentiment qu'ils ne peuvent pas tomber très bas.
Oui, tout change ou presque, mais ils ont la meilleure équipe à tous les étages. Usine, garage, bureau, ils n'ont aucun souci d'argent, bien au contraire, ils sont les plus à même de bien se saisir des nouvelles règles, ils peuvent s'adapter à tout, et puis mince, voilà leur duo de pilotes. Hamilton, à lui seul, c'est l'assurance de jouer devant. On ne l'imagine pas ailleurs qu'à la lutte pour la victoire. Quoi qu'il arrive, il mettra sa machine au niveau des meilleurs. Comme pour Max avec Red Bull hier, c'est un don. Mercedes est sûr d'être devant, rien que grâce à Hamilton. Et puis avec Russell, ça se transforme en machine de guerre. Et ça peut même être carrément mieux que ça si le jeune George confirme les énormes espoirs placés en lui. En résumé, avec tout ce qu'ils possèdent, on a l'impression qu'au pire du pire, ils ne peuvent pas tomber très bas, voire même qu'on a du mal à les imaginer ailleurs que devant. Les épouvantails de la Formule 1 depuis 2014 sont donc attendus tout en haut, encore une fois. Après avoir dressé la liste des points positifs et des points négatifs, on se rend compte de la machine face à laquelle les autres vont devoir se dresser. Clairement, oui, je le dis, ils sont les favoris naturels. C'est pourquoi ma note de confiance sera de 9,5 sur 10. Comment ne pas croire en Mercedes? La seule raison pour laquelle je ne mets pas 10, c'est la nécessaire incertitude du sport. Je rappelle au passage que ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Cela veut dire qu'après état des lieux de toutes les écuries, ils sont les mieux armés. Et pour le titre, on va être à 9 sur 10. Mercedes a 2 fois les meilleures notes. Comme c'est la dernière vidéo, je vous affiche le tableau complet de toutes les écuries. Voilà un petit peu comment je vois les choses avant d'attaquer la saison. Ce n'est pas un pronostic, mais un état des lieux, je le rappelle. Bien, sur ce s'achève cette série de 10 vidéos en 10 jours. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Ça a été pas mal de travail. Comme je l'ai dit au début, je vous incite au like, au partage, à l'abonnement, à aller me suivre sur les différents réseaux. Et puis surtout à commenter. Comme chaque soir, le débat est ouvert en commentaire. Voilà, durant cette intersaison, j'ai essayé de caler tous les états des lieux possibles. On a celui sur le règlement et l'état de la compétition. On a désormais celui sur les 10 équipes. Les essais de pré-saison peuvent commencer. Moi, j'ai fait mon travail. La saison va arriver. Allez, je m'arrête là. De toute façon, on se retrouve très vite. On se quitte avec Enzo Ferrari qui demande une clarification. Il n'a pas bien compris la différence entre les essais de Barcelone et de Bahreïn. Il ne comprend pas pourquoi ils sont traités différemment alors que c'est la même chose. Pour te rassurer Enzo, nous non plus, on n'a pas compris. À bientôt.